Les vrais sujets. Les vraies questions. Les vrais débats. Les vraies affaires. Hey, salut, c'est Julien Mercure. Hey, Philippe Rioux. Bienvenue aux Vraies Affaires, cet épisode du 23 mai 2014, ce 20e épisode. Alors, on remercie ceux qui ont écouté assidûment les 19 autres et qui vont écouter le 20e. On vous aime beaucoup au singulier. Alors, on commence aujourd'hui avec on commence avec le combat des langues, en fait. Une opposition français-anglais. On a une couple de sujets qui concernent ça. À commencer par les propos du ministre fédéral Maxime Bernier. Attends un peu, es-tu ministre de quelque chose? Oui, il est ministre de quelque chose. Il est ministre... oui, il est ministre... j'avais oublié. Pauvre petit. En tout cas, oui, ministre Bernier. Donc, il est sorti avec une déclaration qui s'adressait aux Québécois et plus spécifiquement aux Québécois souverainistes, nationalistes. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qu'il a dit par rapport à ce sujet-là? En fait, c'est un appel à l'ouverture, c'est un appel à réinvestir le projet fédéraliste, surtout de travailler dans la direction générale du fédéralisme, mais d'apporter des nuances avec ça, de ramener le débat vers qu'est-ce qu'on fait avec notre fédéralisme, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on le décentralise, comment on peut participer à la fédération. Mais ce qui est intéressant avec ce qu'il a fait, c'est que ça dépasse la ligne de parti conservatrice. Dans le sens que c'est vrai que c'est intéressant ce bout-là. C'est une réflexion plus profonde que ce que les conservateurs proposent. Parce que ce que les conservateurs proposent, c'est un semi-statu quo avec des changements minimes, alors que Maxime Bernier tente d'amener la réflexion un peu plus loin, de dire on s'en va où dans 25 ans avec ça? Là? Mais un peu plus loin, puis surtout un peu plus haut. C'est au niveau des attitudes, au niveau de la conception philosophique de ce que devrait être la Fédération canadienne. Puis tu sais, moi, ce genre de propos-là, c'est quelque chose qui vient me chercher honnêtement, pas parce que... je suis plus conservateur que n'importe qui d'autre, ou pas parce que Maxime Bernier c'est mon idole puis j'ai un hôtel chez lui avec une photo, tu sais. C'est plus quelque chose qui vient me chercher parce que j'ai toujours dit, tu sais, la grande hypocrisie du continent nord-américain, c'est que les États-Unis sont une fédération qui sont en fait une confédération. Oui. Le Canada est une confédération qui est en fait une fédération. C'est vrai. Et les États-Unis font bien ce qu'ils veulent de leur côté, mais je t'avouerais que moi j'ai toujours dit que j'aimerais que le Canada redevienne une vraie confédération. Et je pense que c'est une avenue intéressante pour les gens qui sont des nationalistes tièdes, c'est-à-dire des gens qui reconnaissent, comme moi en fait, qui reconnaissent la spécificité de la nation québécoise, mais qui ne voient pas d'incongruité à la faire exister au sein d'un Canada dans lequel ils auraient peut-être quand même plus de pouvoir un peu que maintenant. Et c'est une vision, celle de Maxime Bernier, qui peut peut-être venir attirer ces gens-là et créer une espèce de vague de fond, parce que c'est vrai ce qu'il dit, il y a des gens dans d'autres provinces qui eux aussi, pour des raisons complètement différentes, militent, ou en tout cas essaient de réfléchir sur un Canada qui serait une fédération plus ouverte, plus libre. En fait, c'est l'appel à l'alliance de ces différents groupes-là dans différentes provinces. L'alliance des forces de changement. C'est ça, les forces de changement pour amener un changement mécanique à la fédération qui permettrait à tout ce monde-là d'avoir ce qu'il veut. C'est un appel au dialogue avec les autres provinces. Et j'ai toujours trouvé que, comme tu dis, le rapport de poids entre les provinces et le fédéral, j'ai trouvé que c'était pas très bien exploité dans le passé. Il y a la rencontre des premiers ministres qui a été désignée par Jean Charest, je crois. Il me semble, Je crois que c'est lui qui avait inventé ça. Et j'ai toujours trouvé que c'était un outil qui avait été peu utilisé, je trouve. Je pense que ça se fait un peu mieux aussi dans le contexte du Canada, étant donné le nombre de provinces. Comparé aux États-Unis, de faire une conférence avec 50 États, ça commence à être un petit peu compliqué. Alors qu'au Canada, surtout qu'on peut prendre 3-4 provinces qui représentent la grosse majorité de la population, pas beaucoup d'interlocuteurs. On va faire le conseil des grandes provinces puis le conseil des petites provinces. Pas l'Atlantique. Ils sont d'une salle à côté. Puis là, le conseil des grandes provinces prend une décision. Puis là, il va, puis il cogne à la porte, puis il dit, les gars, c'est ça. C'est pas ce que je propose. Je voulais juste dire que Québec, Ontario, Colombie-Britannique, Alberta, c'est pas mal le Canada. On s'est entendu là-dessus. Bon. Et André Pratt de la Presse dit que c'est peut-être parce qu'il a trop fait un fou de lui qu'il n'a plus rien vraiment à perdre, que Maxime Bernier peut se permettre ces largesses d'esprit-là de juste penser tout haut. Mais ça fait du bien.
Y a-tu personne qui pense vraiment tout haut au fédéral en ce moment? Je trouve. Tout parti confondu d'ailleurs. Tout parti confondu, mais tu sais, spécifiquement, on s'entend les conservateurs, mais même le NPD, oui, ils ont des propositions. On a des propositions qui changent des lois, mais philosophiquement, on dirait qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui sort du NPD qui est vraiment accrocheur ou qui permettrait à jaser de mécanique au lieu de juste jaser de distribution d'argent. Oui, puis c'est pas juste ça, c'est que quand tu proposes quelque chose de différent pour faire un changement, c'est une chose, mais de proposer quelque chose de différent, quelque chose qui amènerait un changement et qui, dès la sortie de cette idée-là, rallie déjà beaucoup de gens, c'est différent. C'est facile de jeter de quoi sur le mur, voir si ça va coller, puis de dire on va changer ça, on va faire ça, ça va être complètement différent, nous on va être meilleurs que les autres. Mais si c'est tellement utopique ou c'est tellement différent que tu rallies une proportion minime de la population, ben c'est pas vraiment une proposition de changement parce que tu sais très bien en ton fort intérieur que ça n'arrivera jamais. Lui, ce dont il parle, c'est quelque chose de différent. Mais en fait, ça illustre quelque chose que j'ai toujours dit. Je trouve ça dommage que dans beaucoup d'endroits, les partis qui représentent l'idéologie de droite, que ce soit, je préfère l'idéologie de droite économique, parce que quand tu tombes dans la droite sociale ou la droite morale, j'ai plus de misère, un peu. Ça devient un peu ridicule. Ça devient un peu plus dur à défendre, mais c'est toujours, ces partis-là sont toujours conservateurs. On associe ça. Alors que moi, j'ai toujours dit, et je faisais rire bien les gens, parce que je disais, moi, je suis un conservateur progressiste. Ben, il n'y a pas si longtemps que ça, t'avais un parti. Je veux dire, les partis conservateurs progressistes de Brian Mulroney, c'était ça. Là. Et ça illustre très bien la façon dont j'expliquais ce concept de conservatisme progressiste-là. C'est que lui, ce qu'il dit, c'est il y a des gens qui proposent de tout changer, puis il y a des gens qui proposent de tout laisser comme c'est là. Moi, je suis conservateur progressiste, c'est-à-dire que j'aime pas pire où est-ce qu'on est, mais j'admets qu'on pourrait changer un peu pour l'améliorer. Fait qu'il dit comment garder la Fédération canadienne, mais en faisant plaisir et en incluant les griefs valables que les différentes entités qui demandent un changement majeur revendiquent. Et il dit si on fait ça, on garde ce qui était bon, puis on change pour le mieux en prenant acte de ce que les gens disent. Il a été conservateur, c'est-à-dire qu'il partait du point de base que la Fédération canadienne, tu touches pas à ça comme concept. Mais partant de là, comment on peut l'améliorer puis changer? Progressiste. Donc, je trouve ça, comme tu dis un peu, c'est peut-être des élucubrations de gars qui n'ont rien à perdre. Qui est quand même ministre, là, soyons francs. Oui, puis il y a une autre chose aussi qui parle plutôt d'un changement d'attitude, c'est il propose que, au lieu de regarder le fédéral comme une source d'argent, que le fédéral devienne un endroit où les politiques sont vraiment faits, où les politiques sont discutées et participées par le Québec. Dans le sens que, même pour les gouvernements libéraux, les interactions qu'on a avec le fédéral, c'est argent. C'est juste des in et des out. Aller à Ottawa, c'est pour parler à Ottawa. C'est pas pour parler au reste du Canada. Si ça fait du sens, là, ce que je dis. Oui, non, je comprends. Et ils invitent, les Canadiens et surtout les Québécois à réutiliser le Parlement canadien comme un endroit où on peut parler au Canada au complet et pas juste à la fonction publique canadienne. Mm-hmm. Et ça va demander un gros changement d'attitude ou même de culture par rapport au Québec. Mais si on est pogné, entre guillemets, dans cette fédération-là, si le mouvement souverainiste s'essouffle pour de vrai, il faut pas rester immobile. Puis, dans le fond, c'était aussi un peu l'appel que François Legault et qu'à l'époque, Mario Dumont faisait. C'était une espèce de vision un peu pragmatique de la chose et de dire, si on a ça, puis qu'on est d'accord que c'est pas le pire système qui a été inventé sur Terre, mais qu'on est d'accord qu'on peut le changer, faudrait peut-être pas abandonner là-dessus. Tu sais, c'est quand même une bonne base sur laquelle on pourrait travailler. Et c'est le genre de fédéralisme que, moi, en tant que souverainiste de fond, j'ai bien plus intérêt à discuter que l'autre genre de fédéralisme. Mais même, soyons hypocrites, même si ton but ultime demeure de faire l'indépendance du Québec, t'as tout à gagner en attendant d'être capable de la faire, de rénover le fédéralisme pour donner plus de liberté puis de poids politique au Québec, quitte à, dans 25 ans, faire l'indépendance du Québec de ce nouveau fédéralisme-là. Je veux dire, on a tout à gagner. Là. Non, mais tu dis ça dans le sens que c'est ce que moi je pense, mais il y a une autre frange des souverainistes qui ont une espèce de vision que j'appellerais de sabotage, là, qui disent que si on peut faire paraître le fédéralisme comme la pire chose au monde, exagérer tous ses défauts et en inventer des nouveaux pour ouvrir les yeux aux gens qui ont les yeux fermés par rapport à ça. On va créer des problèmes pour ouvrir les yeux des gens sur ces problèmes.
On va créer des problèmes pour ensuite proposer à la souveraineté pour régler ces problèmes-là. Ça revient un peu à ça, cette logique-là. Là, tu sais. Oui. Et moi, j'ai jamais été particulièrement d'accord avec ça, peut-être parce que j'aime rechercher l'efficience dans nos vies. Donc, peut-être qu'on s'enligne vers un discours fédéraliste ou plutôt un débat au fédéral qui va être plus intéressant qu'on pensait pour la prochaine élection qui s'en vient. Exact. Si la prochaine élection pouvait porter, puis on rêve là, mais bon, pouvait porter sur la nature du fédéralisme canadien, ce serait certainement la campagne fédérale à laquelle je me serais le plus intéressé depuis des lunes. Mais écoute, il a dit quelque chose d'autre, Maxime Bernier, d'intéressant. C'était aussi au niveau du français. Oui. De l'anglais, en fait, plutôt. Quand tu parlais de dire que ce qu'il propose, c'est un changement d'attitude, c'est un changement de perception, il se lançait aussi en disant il faut arrêter de voir l'anglais comme étant le conquérant. Extérieur. L'extérieur, l'étranger, exactement. Donc, oui, ça va demander un travail de fond encore plus important, mais ce qui pourrait rassurer les défenseurs en armure blanche de la langue française, c'est qu'on se penche sur la question de la façon dont on enseigne le français et de la façon dont nos jeunes apprennent à écrire et à s'exprimer en français. Ce qui m'amène à notre deuxième sujet. Tu voulais qu'on parle de ça. Parce que là, tu avais commencé tantôt à me faire une petite montée de lait. Ouais, mais faut pas non plus embarquer dans des débats stériles avec ça. Mais j'ai entendu un débat à la radio de Radio-Canada qui était à médium large avec une émission de semi-matin à Radio-Canada. Il y avait une table ronde sur l'état du français. Mais plus spécifiquement, l'état du français des enseignants. Et en tant que ex-étudiant en enseignement à l'université, j'ai un petit peu subi, disons, le fief national par rapport à tout ça. Parce que si on en remonte il y a 10 ans aux États généraux et tout ça, on s'est rendu compte que les enseignants écrivaient mal le français et on est parti en croisade contre ça. Et en bon gestionnaire d'État, on s'est dit que la meilleure solution, c'était de mettre un test dans un vase clos. Mettre un test, il y a un chemin, puis on dit que ce chemin-là, il ne nous amène pas où est-ce qu'on veut. Fait qu'on va mettre un obstacle dans le milieu du chemin en espérant que ça change la direction du chemin. C'est réellement ce qui arrive, là. Ouais, surtout quand tu regardes les questions que dans ce fameux test-là par rapport au pragmatisme et à la réalité de qu'est-ce qu'un enseignant absurde. fait. Là, mais pour avoir subi cet examen-là, moi, pour vous donner un petit contexte sur mes capacités en français, toute ma vie, le français a été ma matière faible. J'ai souvent passé sur la fesse. J'étais dans les 60 tout le temps. Je me tenais dans le bas. Pas dans le fond du baril parce qu'il y avait du monde sur qui je flottais, mais pas loin du fond. Ça sentait le fond, mon affaire. Mais tu sais, à l'oral, j'ai jamais vraiment eu de problème, mais j'ai toujours réussi à continuer comme ça. Et quand j'ai rentré à l'examen de test de français à l'université, je me disais, bon, pour sûr, je vais le couler. Mais finalement, je l'ai presque passé. Parce qu'il y avait deux, à l'époque que je l'ai fait, il y avait 2 niveaux de passation. Il y avait cool super, puis il y avait semi-cool. Puis j'étais à 2% de passer. Et là, je me suis dit, si moi, j'ai à 2% de le passer, qui coule, mais qui passe aussi. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment inutile ce test-là. Et c'est tout ce qui est arrivé. Et là, au début, ce test-là, à l'époque que moi j'ai été là, je sais pas exactement si ça a changé, mais quand tu coulais, tu avais 2 cours qu'il fallait que tu fasses et que tu passes. Quand tu semi-coulais, tu avais 1 cours qu'il fallait que tu fasses et que tu passes. Je pense que c'est pas mal encore comme ça. Je pense que c'est encore comme ça, mais à l'origine, si tu ne passais pas ce test-là, tu n'avais pas ton diplôme. Et arriva ce qui devait arriver. Il y avait tellement de monde qui le coulait que la notion même d'avoir ton diplôme en enseignement devenait impossible. Pas impossible, mais compromise. Quand le 3/4 des gens ne passent pas l'examen, là, il y a un problème. Parce que tu formes ces gens-là et à la fin, ils n'ont pas de diplôme. Fait que là, ils ont fait des changements. Tu pouvais à la limite passer l'examen autant de fois que tu voulais. Fait qu'à un moment donné, par la pratique, la répétition, tu vas dire « Ah oui, cette question! » Tu finissais par l'avoir. Mais là, tu m'amènes sur un point que je voulais dire, c'est que justement, en théorie, si tu faisais un vrai bon examen de français qui évalue les capacités d'un enseignant à utiliser le français comme sa langue d'enseignement, exception faite d'un enseignant de français qu'on espère que dans le reste de ses cours, il a fait, on s'entend là? Bon, on parle pour les enseignants de toutes les autres matières, un examen qui a des questions précises, qui évalue des connaissances soit grammaticales, soit syntaxiques, dans une question de dire, dans la phrase suivante, trouver la faute. Ça, là, c'est complètement à côté de la coche. C'est pour ça que c'est difficile, parce que ça représente... Moi, c'est mon opinion. Je viens
du parcours complètement inverse au tien. Je veux dire, moi, à l'école, les langues, ça a toujours été quelque chose avec laquelle j'avais généralement la facilité. Je pense que je m'exprime quand même bien à l'oral. Je m'exprime très bien à l'écrit. Je veux dire, je suis correcteur à l'Université Laval. Donc, je corrige des examens puis je corrige des fautes tout le temps. T'sais. Donc, un professeur, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Compétences orales. Ça, dans ses cours, généralement, il va faire des pratiques de cours. Oui. Bon. Mais un enseignant, des fois, il faut que ça écrive des rapports. Il faut que ça écrive une correspondance. Ça écrive au tableau. Des emails. Il faut que ça écrive au tableau. On s'entend qu'il faut que ça écrive au tableau. Attention, là, un professeur de mathématiques, là, il n'y a pas... s'il écrit 50 mots en 2 cours au tableau, ouais, là, des mots... Là, mais mathématiques, c'est un exemple précis. Mais pour embarquer dans le sujet de qu'est-ce que sont les réelles tâches d'écriture des enseignants, à la table ronde, il y avait une spécialiste de la langue française et snob en chef, dont j'ai oublié le nom. C'est un peu ridicule que ces gens-là fassent partie d'un débat qui inclut tout le monde. C'est ça. En tout cas, elle, il y avait aussi des gens qui avaient fait des recherches sur le niveau de français des étudiants en enseignement. Maman était allée interviewer les personnes qui avaient de la difficulté pour aller leur demander c'est quoi ton problème puis qu'est-ce qui pourrait t'aider. D'ailleurs, cet exercice-là semblait être semi-ridiculisé par, j'ai oublié son nom, qui n'aimait vraiment pas cette attitude-là. Parce que l'idée d'aller demander aux gens. Ouais, mais de dire que de travailler avec les faiblesses réelles et de pas juste dire elle voulait que tout le monde soit des écrivains essentiellement, alors qu'une espèce d'absence de pragmatisme là, criant. Et les étudiants qui avaient de la difficulté ont dit quelque chose qui a flabbergasté cette personne-là. Elle a dit dans nos examens puis dans nos cours de français, on nous fait pas faire les trucs de français qu'on a besoin de faire dans notre job d'enseignant. Et de dire que dans le fond, écrire au tableau de manière spontanée, sans outils, sans dictionnaire, sans autres outils, c'était quelque chose de différent que de faire une rédaction ou de faire un examen à choix de réponse en français. Et ça flabbergastait du monde autour de la table. Moi, j'étais comme, qu'est-ce que vous pensez? C'est bien beau. Ce que je veux dire, c'est que la source de ma montée de lait, c'est que quand on chiale sur le niveau de français, le niveau de français, ce n'est pas quelque chose qui est monolithique, qui n'est qu'une seule chose. Il y a des gens comme moi, lorsque tu leur donnes des outils informatiques, surtout pour l'orthographe, parce que c'est ça avec quoi j'ai de la difficulté, parce que j'ai toujours écrit au son, je deviens un écrivain correct, là, très très correct. Oui, mais tu sais, un enseignant, il faut qu'il écrive au tableau. Honnêtement, entre toi et moi, de moins en moins. Ce que je veux dire, c'est que justement, dans ce contexte-là, est-ce que tu serais pas mieux d'évaluer un enseignant à sa capacité à faire des notes de cours pertinentes, considérant que tous les outils qu'il a sur l'informatique vont corriger ses fautes d'accords de participe, qui est la pire affaire, d'adverbe, d'orthographe, de syntaxe, plus ou moins. Honnêtement, les logiciels sont même pas tout à fait rendus. Je veux dire, à un moment donné, écrire... C'est parce que quand tu écris trop mal ta phrase, le logiciel, il abandonne. C'est ça. Mais justement, pourquoi ne pas faire des examens dans lesquels c'est ça qu'on évalue? On évalue, est-ce que c'est clair? On le fait même lire à des jeunes de l'âge qui vont être ceux de leurs élèves, puis on dit, tu comprends-tu? Est-ce que tu comprends ce que le professeur veut dire dans ces notes-là? Est-ce que, dans cette optique-là, est-ce que pour l'enseignement du français à l'université ou l'évaluation du français, on ne devrait pas abandonner les cours, mais abandonner l'examen, mais juste de pénaliser très fortement les fautes dans tous les textes produits. Ce qui habituerait les jeunes enseignants à produire du matériel au français correct, toujours. Pas juste dans le cours dédié à ça, mais partout. Et ça les amènerait, étant donné que ça serait extrêmement pénalisé, ça les amènerait à se concentrer là-dessus un peu. Je pense que c'est déjà un peu le cas. Je suis d'accord avec toi, c'est peut-être pas encore assez pénalisé pour que ça amène ce réflexe-là. Mais encore là, c'est là où souvent je me retrouve dans le camp de ceux qui sont, disons, contre les fervents défenseurs de la langue française. Il y a beaucoup de choses dans le français que l'on considère comme des fautes au niveau de la façon dont les mots sont écrits et au niveau de la façon dont certaines expressions sont écrites qui ne relèvent purement et simplement d'une loi écrite par un organisme qui s'appelle l'Académie de la langue française. C'est une situation qui est particulière à certaines langues, dont le français, mais qui n'est pas le cas de d'autres langues, dont par exemple l'anglais, dont par exemple l'allemand, je crois aussi, et plusieurs autres langues. Ce qui fait que... La notion de faute est différente. La notion de faute est différente parce que qu'est-ce qu'une faute? Et moi, je pense que si on on se concentre trop là-dessus, on le fait au détriment de l'évolution naturelle de la langue telle qu'elle est véhiculée par les gens qui la parlent et qui donc l'écrivent, au détriment de l'utilisation de la langue comme outil de communication. C'est-à-dire qu'on est en train de former des gens qui écrivent tous leurs mots bien
selon ce qu'une académie en France a dit, mais dont la phrase entière ne fait aucun sens. Et je pense que c'est là qu'on fait fausse route. Tous les gens qui sont dans le camp, qui défendent la langue française, ils mettent l'accent et ils déchirent leur chemise sur un S qui manque, mais le fait qu'ils voient des documents qui sont écrits n'importe comment, puis qu'on parle pas de ça parce qu'on dit « Ouais, mais ça donne rien, il a perdu 60% de ses points pour les fautes. T'es même pas encore rendu à expliquer qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour s'exprimer comme du monde dans son texte. » C'est là, je pense, qu'il faut que se situe le débat, parce que comme tu dis, c'est très volumineux comme problème, la question du français, et c'est surtout plusieurs facettes, pas seulement les fautes et tout ça. Il faut qu'on laisse la place au français d'évoluer, porté qu'il est par ceux qui le parlent. Je pense que tu as raison, et ça rentre aussi dans la catégorie d'arguments de dire « Hey, le français, là, c'est pas la langue la plus facile à maîtriser de manière parfaite. Là. » On va se le dire, là. Et dans ce débat-là, d'ailleurs, certains snobs rejettent complètement cet argument-là en disant qu'il y a des langues qui sont plus difficiles et que ce n'est qu'une excuse qu'on se donne pour pas se forcer assez. Mais dans la vraie vie, c'est une difficulté majeure le fait que le français écrit et le français parlé, particulièrement au Québec, sont deux choses complètement différentes. Pas complètement, mais quand même très différentes. J'ai utilisé un exemple à la suite des dernières réformes, justement, parce que oui, nous, on fonctionne par réforme, que ce soit dans notre système d'éducation ou dans notre langue. La dernière réforme de l'Académie de française qui a changé le mot « oignon ». Maintenant, ça s'écrit « oignon » comme ça se prononce. Puis j'avais déjà expliqué, puis j'avais une discussion avec ma mère, je crois, puis je disais « Mais est-ce que tu réalises, que si tu as reçu un email à un point X dans le temps, dans lequel quelqu'un avait écrit le mot « oignon », de cette manière-là, O-N-I-O-N, t'aurais dit « Oh mon Dieu, cette personne-là a fait une faute, elle s'est pas relue. » Et 6 mois plus tard, après que quelqu'un t'ait dit comment écrire le mot « oignon », tu sais, un oignon que tu manges tous les jours, et que tu réfères à un oignon en français depuis que t'es né, te dit que là, c'est correct, puis là, c'est plus une faute. C'est absurde. C'est la notion qu'on a de faute. C'est la notion qu'il y a quelque part quelqu'un dans une tour blanche qui dessine comment ça se passe et que si tu oses sortir de ce cadre-là, tu es pourri en français. Et carrément. Ça vient, moi, ce qui me révolte là-dedans, c'est que ça vient nier complètement le caractère même de ce qu'est une langue, c'est-à-dire en constante évolution. Je veux dire, je reviens à mon point, le français est l'une des seules langues qui, après avoir évolué pendant 1000 ans, et plus, partir du latin pour aller vers le français. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Parfait, c'est beau. » On arrête. La langue française, elle est parfaite. Alors, on la codifie. Parfaitement de la merde. Et maintenant, à partir de maintenant, si vous changez de quoi, c'est une faute. C'est pas le français qui évolue naturellement, c'est une faute. Jusqu'à ce qu'eux finissent par faire des réformes. Donnons-leur un peu le crédit qui leur revient. Mais n'empêche que c'est un peu illogique quand tu penses à ça. Et j'ai peur, parce que ça empêche le français, je pense, d'aller où il peut aller, parce qu'on l'a codifié à un moment dans le temps et à un lieu, c'est-à-dire la France, c'est correct, là, c'est quand même assez logique, mais maintenant le français est partout ailleurs, et pourquoi ne pas le laisser tranquillement évoluer comme il devrait l'être? Hey, on s'est laissé étendre sur ce sujet-là. Hein? On va passer, parlant encore, on reste un peu dans l'expression du français. Grosse nouvelle dans le domaine des médias et surtout dans le domaine de l'avancement des nouvelles technologies dans les prochaines années. Les démarrais qui sont sortis, Power Corporation, qui sont sortis pour dire que la presse papier, ça achève. Éventuellement. Et ça va avoir des répercussions sur d'autres journaux dans les régions, comme à Québec. C'est là où le débat se situe, c'est de dire... Si vous pensez que ça ne va pas arriver, vous êtes dans le champ. Moi, je pense qu'on peut dire ça de manière stricte. Vous êtes dans le champ. Ça va peut-être arriver quand même plus lentement. Là, mais... La question, c'est quand. Et si vous dites que ça va pas arriver, les démarrais, ils disent « OK, c'est bien beau ce que tu dis, mais nous, on a dit à notre monde qu'il faut qu'il se prépare mentalement. » De dire que si vous avez des plans, là, si vous avez des plans à la presse de dire « Dans 20 ans, on va faire ça avec notre journal papier », là, c'est comme « Non. » C'est plus le temps de penser à ça. Là. Va mettre cette énergie-là sur la presse plus et les plateformes et le mobile et le web. Ouais. Quand on dit fini, ça va probablement être une transition, etc. Et moi, je suis très content. Est-ce vraiment la première... Parce qu'il y a des analystes qui disent ça depuis belle lurette, là, on s'entend. Mais un propriétaire de journal aussi majeur qui affirme ça aussi fortement, et ça suit l'introduction de la presse plus,
qui est une quand même révolution dans le domaine. Je trouve ça, je trouve ça intéressant et je suis convaincu, moi, en tout cas, que la presse écrite, disons, les nouvelles écrites, ça ne mourra jamais. Là. Ça ne mourra jamais. Le format sur lequel il est transposé, c'est très peu important dans le fond. Et je pense que les gens vraiment accordent trop d'importance au truc physique que le journal est. L'important, c'est les mots, c'est les articles, c'est les sujets exploités par la presse écrite. Écoute, tu sais que il y a des moments dans une vie, je suis pas très vieux, là, mais il y a des moments dans une vie où tu commences à effectivement remarquer de quelle génération tu es et comment ça va te suivre un peu toute ta vie. Je suis d'accord avec toi, je veux dire, j'entrevois que puis on peut élargir aussi, hein, le livre est en crise à cause de ça. Le journal, c'était évident, les magazines, tout ça. La presse écrite, en fait, au sens large. Je pense plutôt que la question... le papier. Oui. Je pense que la question dans la nouvelle des Desmarais qui suscite le plus de controverses, c'est la presse qui est plus en papier mais qui est rendue en tablette, c'est une chose. C'est quand on parle de puis là pour les autres journaux qu'on possède puis qui sont en région à moins grande distribution, là on sait pas trop ce qui va arriver avec ça. Là c'est plus majeur. Tu sais, la disparition du Journal du Québec, pas du Journal du Québec, du Soleil, c'est problématique. Tu sais, je veux dire, faut se pencher là-dessus, bien plus que la transformation de la presse papier en la presse plus. Tu sais. Mais moi, tu vois, je suis un lecteur de papier. Encore aujourd'hui, je vais downloader des articles scientifiques puis je les imprime pour les lire. Tu sais. Puis j'achète des livres. Remercie. Ouais, c'est ça. C'est même pas du papier recyclé. J'achète des livres, je lis mes livres en physique, j'aime ça aller lire mon journal et c'est drôle parce que je reconnais la pertinence de l'évolution vers le numérique. Je sais qu'elle est inévitable à échéance relativement brève, soyons francs. Et je pense que je serai constamment pour le restant de mes jours identifié comme vieux parce que je vais continuer à regretter la disparition du papier. Je ne ferai aucune action militante contre ça, mais je reconnais que je vais toujours dire, dans mes vieux jours, je vais dire, dans mon temps, c'était bien mieux ce papier, tu pouvais souligner, puis tu pouvais déchirer les pages, puis plier le coin. C'est correct, ça. Et le papier, le papier va jamais vraiment totalement disparaître non plus. Je pense que les gros écrits ou les œuvres qu'on va peut-être particulièrement aimer, surtout quand on a une vibe un peu collectionneur comme toi, va toujours être intéressant de prendre « Hey, ça c'est mon livre préféré. Hey, je l'ai fait imprimer puis j'ai acheté le livre. » Pour pas juste l'avoir dans le Kindle. J'ai des livres chez nous, plus des romans là, quand j'étais plus jeune, là, qui sont genre démolis. Là. Mais tu sais, quand je sors ce livre-là, je fais comme... Je l'ai lu 30 fois. Je l'ai amené en voyage. Je veux dire, il est démoli parce qu'il a vécu. Il a été lu. Il a été lu. Il est usé. Il fut lu. Il fut lu. C'est comme les vinyles aussi. Tu sais, à un moment donné, les vinyles, si tu les écoutais trop, ils finissaient par disparaître. Ce qui est un petit peu... Ce qui est quand même poétique comme truc. Ils finissaient par avoir un charme. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien plus beau là, d'avoir le... Dans le vinyle. Est-ce que... Mais on s'enligne où avec tout ça? Parce que la presse, oui, c'est bien beau. Mais tu parlais de la disparition des petits journaux. Est-ce que le Soleil, ça ne va pas devenir... Est-ce que la notion, dans le fond, de journal purement local va disparaître? Dans le sens que les gens de Québec vont aller lire la presse, mais ça va être la presse, mais avec une flavor de la région de Québec parce qu'il y a des nouvelles spécifiquement pour la région de Québec. Est-ce que ça va devenir ça? Là, je pense que, comme on dit souvent, la nature a horreur du vide. Je pense que des nouvelles faites au niveau local, pour le niveau local, Québec, tranquillement, je pense, va pouvoir effectivement mériter son journal en soi. Ça va se faire de façon relativement naturelle, d'autant plus que le vide va être rempli d'une manière ou d'une autre. C'est ça, d'autant plus qu'on assiste à une montée en puissance du pouvoir des municipalités. C'est un beau dossier dont on pourra reparler peut-être la semaine prochaine, mais tu sais, quelque part, l'axe Québec-Montréal, quand tu ajoutes les maires de Lévis puis Saguenay, qui ont un appui de la population qui est comme à des niveaux ridicules. C'est aligné. Je veux dire, Montréal peut-être moins, mais c'est sûr, plus t'as de monde, plus c'est dur d'avoir 85% d'approbation, comme le Malabon. Tu sais. Ça vient créer un niveau politique vivant et actif, pragmatique et proactif, voilà le terme que je cherchais, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et je pense qu'elle va peut-être favoriser justement les nouvelles au niveau local. Cela étant dit, il va y avoir quelque chose d'autre qui va émerger en termes de nouvelles locales. Est-ce qu'on va voir un retour en force de la radio locale? Je sais pas. Il va devoir y avoir une source de nouvelles qui va émerger sur le plan local après la disparition des salles de nouvelles locales, tranquillement la disparition des hebdos locaux. Là, tranquillement, il y a quelque chose qui va devoir émerger. C'est quoi? Je sais pas.
Seul l'avenir nous le dira. Hey, on a du temps pour un dernier sujet? Ben oui, on parle-tu de la bouffe? Oui, j'ai le goût de parler de ça, parce qu'en plus, j'ai faim. Mmh. C'est léger. Ben oui, après l'initiative qui a commencé, je crois, c'est l'été passé à Montréal, Québec s'est dit très ouverte à accueillir la bouffe de rue, à faire sa propre expérience, mais essentiellement de dire, nous, on est d'accord avec ça. Et moi, je me réjouis de ça. Ah mon Dieu, oui. Je trouve ça tellement hot. Je veux dire, les restos sont tous pleins à Québec l'été dans le Vieux-Québec, la section touristique. Pas de raison que ça marche pas. Moi, c'est juste, même l'odeur. Tu marches, là, ça sent bon, ça sent bouffe. Exactement. Je veux dire, ça viendrait ajouter... Tu sais, Québec, on se le cachera pas. Premièrement, l'industrie du tourisme est très importante à Québec. C'est pas la principale, il y en a d'autres. Là. Tant mieux, parce que c'est bien, ça veut dire qu'on est une... Il y a l'industrie du public aussi qui est très... Oui, c'est ça. Mais tu sais, on est l'industrie des jeux vidéo qui se développe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est une ville à différentes facettes, contrairement à des villes touristiques, des fois, qui ne sont que touristiques. Mais n'empêche que c'est un gros point. Et Québec, sur le plan touristique, est une ville d'expérience. Ce qu'on vend à Québec, à part quelques événements particuliers, puis quelques attraits... Je sais, là, je connais bien l'industrie touristique de Québec. C'est une ambiance. Et à ce titre-là, la bouffe de rue, je pourrais même faire un bel argument historique pour dire, tu sais, de la bouffe, ça a senti la bouffe pendant des siècles à Québec. Ça a toujours senti la bouffe. C'est très récent là, d'enlever la bouffe des rues. Là. Donc, c'est ça. Mais des fois, c'était plus sous la forme de marché. Mais l'important, c'est que ça sentait la bouffe. Et puis, si tu ramènes ça, puis tu peux même avoir des gens qui vont développer une twist française, une twist québécoise. Ça va être excellent. On a oublié la magie de ça. J'étais allé à Toronto récemment. Et on était allé dans un centre d'achat. Et je sors du centre d'achat, j'arrive dans la rue principale. Et ça sent bon. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois un stand à hot dog. Et le flabbergasting de genre, wow! Je peux acheter un hot dog genre dehors? Là, j'arrive là, grosse saucisse, 12 000 condiments. Puis j'étais là, mais c'est donc bien magique. Puis là, je me demandais dans ma tête, pourquoi je suis autant impressionné par ce que j'étais en train de vivre. Puis là, j'ai réalisé, c'est parce qu'on n'a pas ça ici. Pour aucune réelle bonne raison. Là. Il disait que c'était des raisons salubres, mais tu sais, changez vos règlements, là, l'espèce d'abolition. Là, puis écoute, ils l'ont essayé à Montréal, ça a été un franc succès. Ben, c'est ça. Il y a des bons restaurants qui s'occupent de ça, qui ont des petites vannes. C'est ce que j'allais dire, c'est que quand on parle de bouffe de rue, les gens pensent généralement au kiosque hot dog de New York, par exemple. Ouais. Qui est un modèle. Exemple. C'est un modèle, c'est un exemple. Mais la révolution du food truck, mes amis, là, c'est arrivé en ville. Je veux dire, il y a des grands restaurants qui ont ça. Il y a des grands chefs, des bons chefs, des cuisiniers extraordinaires qui veulent pas se payer le overhead d'avoir un restaurant et qui vont pouvoir s'acheter un food truck, un camion, puis qui vont faire de la bouffe de même. Ils se déplacent. Avec Twitter, entre autres, c'est souvent utilisé. Si t'aimes ça, ce food truck-là, puis tu travailles dans le Vieux-Québec, là, puis t'as le goût d'aller dîner là, by the way, je lève ma main parce que moi, je travaille dans le Vieux-Québec, puis je me cherche une place à manger. Fait que s'il y avait un food truck, j'irais souvent. Mais tu le suis sur Twitter, puis il tweet « Aujourd'hui, ce midi, je suis dans l'angle de telle rue, telle rue. » Tu le reçois, tu fais comme « Wow, je suis donc bien content. » Le futur, il goûte bon. Et donc, c'est ça, c'est pas juste des hot dogs. C'est pour ça que je dis qu'on pourrait avoir une twist purement, tu sais, Québec. Soyons francs, dans beaucoup de villes, on a souvent une saveur qui va chercher les différentes cultures des immigrants. Québec, on n'en a pas tant que ça, des immigrants. Fait qu'il y aurait certainement des food trucks purement québécois. Puis je dis pas qu'un est meilleur que l'autre, là. Je dis juste que ça donnerait une saveur, un vibe différent à Québec. Et je ne peux que me réjouir de cette nouvelle-là. En fait, voyons la suite des choses, mais si ça passe cet été, je te confirme. Je pense que ça va être le genre de choses dont on va se rendre compte que ça avait été une mauvaise idée. Purement une mauvaise idée. C'est pas que c'est la pire idée au monde, mais c'était pas vraiment utile d'interdire ça et qu'on a perdu plus qu'on a gagné du plus. Et dans ce cas-là, ça prend tout le temps juste quelqu'un. Et c'est pour, honnêtement, là, au-delà de toutes ces mauvaises idées, c'est pour ça que j'aime le maire Labaume. C'est que lui, il se pitch dans les idées. Honnêtement, il frappe pas pour 1000. Okay? Il s'est pitché dans des idées de merde. Okay? Mais il a souvent le guts de mettre sur la table une idée puis de dire là, on laisse de même juste parce que ça a été de même. On va essayer quelque chose de différent, voir. C'est une bonne attitude, là, c'est sûr. Écoute, comme je te dis, personne ne peut frapper pour 1000. Mais avec la moyenne au bâton qu'il y a présentement et le genre de dossier dans lequel il se lance,
Mais il y a un support aussi grassroots, là, Oui, exactement. code là-dessus. Ça a été essayé à Montréal. Puis les autres villes qui l'avaient interdit, que ce soit aux États-Unis, se réapproprient la notion de bouffe de rue. Là. Et comme tu dis, la variété va être augmentée. Ça ne sera pas juste des trucks à hot dogs, c'est un exemple. Mais il y a plein d'exemples au niveau international qui nous indiquent comment faire ça. Tu sais, au niveau des permis, il faut que tu aies un permis. Y a-tu des périodes que tu as le droit ou non, des endroits que je pense qu'il y a quand même des endroits que ça ne devrait pas être permis. Là. Non, c'est ça. Mais là. les endroits purement touristiques, puis Dieu sait que dans le vieux Québec, il y en a. Ça fait tellement de sens d'en avoir là. Puis il faut pas non plus juste écouter les restaurateurs qui commencent à chialer là-dessus puis dire que c'est de la mauvaise compétition. Si vous trouvez que c'est de la compétition, comme tu dis, ben faites-en un petit troc de votre restaurant avec un sample de ce que vous donnez, puis ça va fonctionner. Puis attention, là, la compétition pour les restaurants, là, la question, c'est où tu les mets. Là, je veux dire, si tu les mets à certains endroits dans le Vieux-Québec, oui, il y en a beaucoup des restaurants, mais Il n'y en a pas partout. tu peux les mettre à des carrefours. Là, honnêtement, sur le chiffre d'affaires, je ne pense pas. C'est sûr s'il y en a 50 au premier été, peut-être. Là. Mais un nombre raisonnable, régi par les permis, je pense qu'on verra pas la différence. Je pense que ça fait quand même aussi une différence, peut-être pas pour la clientèle du midi, mais il y a une différence entre prendre un snack sur le bord de la rue et aller chercher une expérience resto haut de gamme là, dans le Vieux-Québec. C'est pas la même game. Là. Donc, si vous... il n'y a pas un petit food truck qui te donne une espèce d'affaires 5 services. Là. C'est des affaires rapides. Alors, reviens dans 5 minutes ton autre service. C'est ça. Non, je bouge pas. Là. Bon, écoute, on s'est laissé beaucoup de sujets pour la semaine prochaine, mais c'est pas grave, c'est bien comme ça. Alors, sur ce, il ne reste plus qu'à nous souhaiter et à souhaiter à nos auditeurs Bonne semaine. Si vous avez